Canada, dans la province de Québec, l'espace est investi par l'eau. Une profusion de lacs et de rivières en font un des plus riches bassins hydrographiques sur Terre. Longtemps, ce formidable réseau a représenté l'unique voie sûre de communication et de transport, et l'on descendait ou remontait une rivière pour rejoindre les principales villes dont les noms évoquent eux aussi l'eau, qu'il s'agisse de Trois-Rivières ou de Grandes Rivières. Mais depuis les années 30, l'eau est aussi un vecteur économique majeur et elle a été mise au service de la production d'énergie. Aujourd'hui, le pays possède un des plus vastes réseaux hydroélectriques au monde. L'électricité n'est pas chère au Québec, donc c'est une richesse collective dont les gens bénéficient. Puis il ne faut pas se cacher qu'Hydro-Québec quand même fournit au fonds consolidé du gouvernement des bons montants par année. On dit souvent, de manière caricaturale, que c'est la vache à lait. Au cœur de la forêt du Mont-Rigaud, on exploite une ressource naturelle que le Québec a depuis toujours adoptée comme emblème. L'érable, que l'on trouve dans tout le nord des Amériques, produit une sève abondante dont les habitants d'ici font grand usage. Pierre, qui en a fait un commerce, colporte avec humour la légende de sa découverte qu'il attribue à un Indien dont l'épouse avait un sale caractère. Il allait à la pêche, l'Indien à la pêche blanche, et puis il a fait récolter plein de poissons, et puis il arrive à la maison avec toute une bonne pêche, puis il amène ça dans le tipi, et puis sa femme dit « Sors du tipi avec tes bottes pleines de boue et tes poissons, machin. Sors d'ici. » Le mec ça a commencé à se discuter. La dame n'était pas contente. Il a lancé un tomahawk, il a penché, puis il est rentré dans l'arbre. L'eau s'est mise à couler. L'Indien parvint tout de même à reprendre les choses en main. Il recueillit le liquide dans un seau et le mit à chauffer. Il obtint ainsi un sirop au bon goût de sucre qui représentait 2 ou 3%, pas plus, du volume initial de sève. Le sirop d'érable était né. Par la suite, on découvrit que cette potion délicieuse était riche de toutes sortes de nutriments qui constituèrent pour les Amérindiens un complément alimentaire très apprécié. Aujourd'hui, le sirop d'érable appartient à la légende du Québec et on veille à ce que sa production demeure naturelle. La quantité que l'on prend est gérée par la nature elle-même. Il faut que ça gèle la nuit, ça dégèle le jour. Alors là, l'eau d'érable va couler, va monter dans l'arbre et puis couler dans le seau. Si on n'a pas de temps de gel et de dégel, ça ne coule pas. Au fil du temps, sa récolte a pourtant connu des évolutions techniques. Les seaux en terre des Amérindiens ont été remplacés par des seaux en zinc, plus résistants. Et depuis une dizaine d'années, quelques exploitants utilisent même des pipelines qui acheminent directement la sève au fond des cabanes à sucre. Compétition oblige. Les acériculteurs québécois fournissent ainsi 70% de la production mondiale. Alors moi, j'ai choisi de garder des seaux pour permettre justement de boire l'époque où les gens travaillaient avec les seaux traditionnellement. Et puis ça fait en harmonie avec ce que j'ai construit, le village que j'ai construit ici. La transformation a changé elle aussi. À l'époque, les ménagères québécoises chauffaient l'eau d'érable dans une simple marmite de fonte sur un feu en plein air. L'exploitation est devenue commerciale, l'équipement s'est perfectionné et les sucriers possèdent désormais leur propre secret de fabrication qu'ils conservent jalousement. Le commerce du sirop d'érable est un véritable pan de l'économie régionale. L'augmentation de la démographie
a provoqué une demande croissante en électricité sur tout le territoire canadien. Les gouvernements ont autorisé la construction de 60 sites hydroélectriques et aujourd'hui le Québec est le plus gros producteur mondial d'hydroélectricité. Récemment encore, ce développement mené sans relâche pendant un demi-siècle avait quelques conséquences sur l'environnement. C'est sûr que quand tu changes le cours d'un cours d'eau, l'écoulement d'un cours d'eau, tu peux affecter la faune d'une différente manière. Et si tu regardes les barrages au fil de l'eau qu'il y a ici, il n'y a pas de passe à poissons. Parce que dans le passé, il y a 45, 50 ans, même 30 ans, les obstructions à la migration du poisson n'étaient pas un obstacle à l'obtention d'autorisation pour faire des barrages puis pour utiliser un cours d'eau. Maintenant, ça l'est. Le Québec s'est donc attelé à une nouvelle politique de prise de conscience et de sauvegarde de sa faune aquatique. Aujourd'hui, Michel vante la clarté de ces eaux qui forment l'atout principal de ce tourisme vert en pleine croissance. Les inquiétudes légitimes des décennies passées sont révolues. Il y a 10-15 ans, les gens avaient délaissé beaucoup la pêche sportive à cause des problèmes de contamination de poissons au mercure. Puis, je ne dis pas que c'était du folklore, c'est que le poisson est consommable, mais les gens ont eu peur, ont été apeurés par des écologistes qui ont peut-être un peu fait de démagogie. En général, dans le nord du Québec, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de problème de contamination de l'eau. La truite, c'est surtout la truite là, qui est pêchée là. La qualité des rivières est une bénédiction pour les pêcheurs du monde entier qui se pressent sur leurs berges. Après avoir animé quelques turbines, l'eau regagne sagement leur cours et redevient l'élément fondamental de cet environnement qui impose à l'homme de vivre en communion avec la nature. Il y a la chasse, tout ce qui est sauvagine. La sauvagine est présente parce qu'il y a des grands plans d'eau où elles vont boire puis se réfugier la nuit. Donc, tu as les canards, tu as les bernaches, tu as les oies blanches. Localement, il n'y a pas beaucoup de bernaches résidentes. Il y a du canard beaucoup résident. Puis, tu as les migrateurs de passage qui arrêtent à cause de ces grands plans d'eau-là. Puis des plans d'eau secondaires, les marais, marécages, rivières. La récolte ne dure que 3 ou 4 semaines. Et Pierre doit produire durant cette courte période le sirop, le beurre, le sucre mou et le sucre dur, dont une partie intégrera les plats traditionnels de son restaurant. Aujourd'hui, le sucre d'érable subit la concurrence du sucre raffiné, nettement moins cher. Il est devenu presque un luxe, mais demeure très apprécié. Il y a des milliers d'exploitations érablières dans tout le Québec. Non, ça ne diminue pas, au contraire, les productions de sirop d'érable augmentent, la demande internationale augmente, et puis nous, on continue de fournir. Oh non, tous les paysans, toutes les forêts d'érable sont exploitées au Québec. Les cabanes à sucre font désormais partie du folklore. Dans les environs de Montréal, celle de Pierre est l'une des plus réputées. L'agriculteur d'hier est devenu un opérateur touristique incontournable qui offre aux visiteurs toute la tradition qui entoure l'érable. Ils viennent retrouver notre folklore québécois, ils viennent retrouver nos traditions, ils viennent retrouver l'époque où les familles se réunissaient autour de grandes tables, le pain cuit sur feu de bois, les chevaux qui accueillent les gens, tout ce qui est vraiment des paysans aujourd'hui, qu'on appelle la ville, la vie autour de l'asphalte. Ici, c'est de la vie vraiment rurale, la vie campagne que j'ai gardée, ces traditions précieuses que les gens vraiment ont besoin, auxquelles les gens ont besoin de s'identifier. La rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent bordent les terres de Michel, qui se trouve ainsi dans la situation de plus de 80% de la population du Québec, qui vit sur les rives du grand fleuve et de ses affluents. Le pays a dû fournir d'énormes efforts pour limiter la pollution et préserver la faune. Aujourd'hui, on parle de succès.
Moi, je suis un scientifique, puis je trouve que là, ils ont rehaussé le niveau de questionnement, puis la précision des données. Et puis Hydro-Québec met des sommes assez importantes à étudier l'impact dans les nouveaux projets, je te parle, à l'impact réel des changements qu'elle a occasionnés. Et si besoin est, ils sont tenus de compenser ou d'aménager pour améliorer ça. Je ne suis pas un écologiste pur et dur. Je suis un utilisateur, je suis un pêcheur sportif aussi, je suis un guide de chasse. Puis en même temps, je suis un biologiste qui a besoin de données pour répondre à des questions. En mettant tout ça ensemble, là, moi je trouve que ça va mieux que ça n'a jamais été. Point de vue questionnement, puis point de vue étude des impacts. À lui seul, le fleuve Saint-Laurent illustre la puissante dimension écologique et économique de l'eau du Québec. Son bassin versant charrie près de 25% des réserves d'eau douce au monde et il fait partie des 20 plus grands fleuves sur Terre. Dans les années 80, des pluies acides se sont abattues sur les érablières du Québec, ce qui a provoqué une grande émotion dans le pays. Le phénomène a disparu, mais selon certains experts, là où le sol a été acidifié, la croissance des arbres a diminué de 30%. Ils ont également observé que ces sols dénaturés rendaient les arbres plus vulnérables aux parasites et aux maladies et que d'autres facteurs comme la sécheresse provoquaient leur dépérissement. L'érable du Québec ne serait donc pas indestructible. Les sucriers en doutent. Ce déséquilibre n'est pas clairement démontré et personne n'envisage sérieusement une réduction du parc d'érables. Normalement, la nature s'auto-protège. On espère bien que l'homme va continuer à gérer le plus proche possible la nature pour qu'elle garde ses propriétés qu'elle nous permet d'exploiter. Le sirop d'érable et ses dérivés ont fait la fortune de quelques milliers d'exploitations québécoises. Et l'arbre demeure le symbole de la région. À la sucrerie de la Montagne, la succession est en marche. Pierre a transmis à son fils ses secrets de fabrication. Et il refuse toujours de mettre ses seaux de zinc au rencard. Le sirop d'érable doit demeurer un produit rare, affirme-t-il. Et la rareté n'est-elle pas mère de la convoitise et du plaisir? Pour être engagé depuis des années dans la voie de l'écologie, le Québec se pose incontestablement en spécialiste de la préservation de l'environnement. Les Québécois sont fiers de cette reconnaissance internationale. Et ils l'affirment. On pourra longtemps accomplir chez eux de bonnes parties de pêche.